conclave. Le congrès extraordinaire tenu au lendemain du Conseil national est placé sous le thème « Le parti FCBE face aux défis de la réforme du système partisan ». Les assises ont été marquées par le retour de certains membres dans la famille Kori. Hélène Amoussou pour plus de précisions. Une forte mobilisation qui dénote de la détermination des invités à œuvrer pour la survie de leur formation politique à l'appel des leaders. Les militants et militantes du parti Force Kori pour un Bénin émergent ont massivement répondu. Au pied des 41 collines ce week-end, ils ont réfléchi sur les idéaux du parti, mais aussi le vivre ensemble. Votre présence à Dassazoumé témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez aux idéaux et aux grands défis de notre formation politique. En effet, il n'est plus un secret pour personne que notre pays traverse aujourd'hui un des moments les plus critiques de son histoire du renouveau démocratique. Lors de l'avènement du système partisan, vous avez cherché à vous conformer aux règles. Beaucoup vous ont traité de n'importe quoi, alors que c'était la bonne voie. Le MPL a choisi de vous suivre. Organisées à la suite du Conseil national tenu la veille, ces assises interviennent selon les organisateurs dans un contexte marqué par une vague de démissions. Elles sont placées sous le thème « Le parti FCBE face aux défis de la réforme du système partisan ». Ce congrès extraordinaire a permis aux participants de faire le bilan de la participation de la FCBE aux dernières élections communales et présidentielles. Ces échanges d'une journée ont aussi été l'occasion d'apprécier l'état du tissu social béninois, mais également analyser la situation socio-économique des filles et fils du pays. À ces retrouvailles exceptionnelles, on pouvait surtout noter la présence d'anciens membres démissionnaires qui ont effectué leur retour dans la famille Kori. Nous incarnons les valeurs de tolérance et de paix. Le parti FCBE est aujourd'hui l'espoir du peuple. Étant un parti résolument ancré dans la social-démocratie, nous lançons un appel pressant à toutes celles et à tous ceux qui croient aux valeurs de tolérance, de liberté, de démocratie et d'humanisme, de se joindre au parti. Nous devons remettre à l'honneur la nation et l'identité nationale et rendre aux Béninois la fierté d'être Béninois. À Dassa, les membres des organisations de jeunes, des femmes et autres ont à tour de rôle réaffirmé leur engagement et encore leur attachement à la ligne directive du parti. Au thème des travaux en commission et ceux en groupe, de nombreuses mutations ont été effectuées. Les instances dirigeantes du parti ont été redynamisées. Le bureau politique, celui exécutif national, ainsi que les cellules de base des 24 circonscriptions électorales ont été remembrées. Ainsi, Paul Roumpe est reconduit au poste de secrétaire exécutif national de la FCBE. Alassane Soumane Djemba a été choisi pour assurer la présidence d'honneur. La FCBE n'est pas un parti d'opposition, c'est un parti de l'opposition. N'ayez pas peur. Ne tenez pas compte des préjugés, ne tenez pas compte de la haine et des médisances. Nous sommes dans la bonne voie parce que nous avons compris avant les autres que seule une opposition modérée, respectueuse des tests de la République, pourrait faire en sorte que la démocratie béninoise soit une démocratie modèle. La FCBE condamne toute forme de violence, toute forme de rébellion. Nous sommes des opposants démocrates et nous préférons aller à l'alternance par les élections. Convaincu de la capacité de la formation politique à conduire une alternance démocratique, le désormais porte-étendard de la FCBE entend mobiliser tous les membres autour des défis à relever. De nombreuses stratégies et actions sont envisagées en vue d'assurer la victoire du parti aux prochaines échéances électorales. Colfo CFPA Bénin, c'est le creuset commun pour les formateurs des 12 centres de formation professionnelle et d'apprentissage du Bénin. Le regroupement a été porté sur la fin baptismale ce week-end à Boïcon après divers travaux de réflexion et les débats sur les tests qui doivent régir le fonctionnement de l'organisation. Un bureau national de 5 membres a été élu. L'équipe s'est fixée pour objectif principal l'uniformisation des curricula de formation des différents corps de métiers. On retrouve Hélène Amoussou. Un collectif des formateurs des centres de formation professionnelle et d'apprentissage du Bénin. La création du creuset est envisagée dans le but de restructurer le secteur. Réunis à Boïcon ce samedi, ils sont venus de l'ensemble des 12 centres de formation professionnelle et d'apprentissage CFPA du pays. La rencontre consacre la naissance officielle du collectif des formateurs des CFPA, Colfo CFPA.
Se mettre ensemble nous permettra d'abord de mettre tout ce que nous avons comme connaissance ensemble et de pouvoir accompagner véritablement les enfants. Parce que c'est les enfants qui sont au cœur de ce système-là. Quand on dit formation, c'est la jeunesse. Nous estimons que la création de votre collectif permettra en toute sérénité et honnêteté d'accompagner le gouvernement du Bénin à l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés dans le secteur des enseignements techniques, de la formation professionnelle pour le bonheur de tout le peuple béninois et surtout pour la jeunesse. Vous pouvez être rassurés de la disponibilité de vos responsables hiérarchiques à divers niveaux pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi du développement du secteur de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle. Ce regroupement, selon les membres, va permettre un partage d'expériences, une mutualisation des compétences en vue d'une synergie d'action. Le rassemblement de Boïko a aussi été l'occasion de procéder au toilettage des tests qui vont régir le fonctionnement du nouveau collectif. Les travaux ont également conduit à la mise en place des points focaux, l'installation des secrétaires de pôles départementaux et surtout l'élection du premier bureau du collectif. L'équipe est composée de 5 membres. Elle s'est fixée comme objectif premier de réussir l'uniformisation des curricula de formation des différents corps de métier. On n'est pas là pour gréver ou pour faire les trucs comme ça, non. On est là pour se donner la main, pour que ça puisse marcher et ensemble, ce qui se dit au CFPA de Agua, ou bien comment on dit là, se dit aussi au niveau de Niki. Donc c'était tout juste pour ça. Il faut qu'on soit la main dans la main, être ensemble pour que ça puisse marcher. Les toutes premières actions que le collectif va aborder, c'est d'abonder dans le sens du gouvernement. C'est de tout faire pour que le gouvernement présent, nous allons pousser le gouvernement à atteindre ses objectifs. C'est le tout premier travail que nous allons démarrer. Placés au cœur des systèmes de formation professionnelle, les CFPA aujourd'hui, tels que souhaités par l'exécutif, se doivent de doter le pays d'un vivier de techniciens. Le regroupement devra accompagner le gouvernement à offrir aux jeunes qui le désirent des formations qualifiantes et diplômantes, de quoi faciliter leur insertion socio-professionnelle et leur développement personnel. Le réseau des commissions électorales de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tient sa 7e assemblée générale biennale. Les assises qui se déroulent à Accra, au Ghana, ont démarré ce lundi 13 décembre par un symposium sur les moyens de communication des organes de gestion des élections des pays membres de la CEDEAO avec les parties prenantes en période électorale. Pour le RESAO, une bonne communication avec les acteurs impliqués dans le processus électoral permet de dissiper les suspicions et donc d'éviter les crises électorales pour assurer la stabilité politique dans la sous-région. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Idrissou Boukari. Les représentants des commissions électorales des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en symposium à Accra, au Ghana. C'est l'activité qui ouvre les travaux de la 7e Assemblée générale biennale du réseau des commissions électorales de la CEDEAO. Une stratégie de communication efficace pour des relations renforcées entre les organes de gestion des élections et les parties prenantes électorales en Afrique de l'Ouest. C'est le thème autour duquel les participants sont appelés à échanger. Il s'agit de réfléchir sur les mécanismes pouvant permettre de conduire des élections qui répondent aux attentes des citoyens à travers un dialogue franc et sincère. Il s'agit pour nous d'amener les commissions électorales à parler de ce qu'elles font et à développer de véritables stratégies pour, de façon proactive, livrer l'information. Donc la réflexion commence ici, dans ce symposium, mais elle va continuer dans une série d'ateliers de formation pour que toutes les commissions de la région soient dotées d'une stratégie de communication déclinable en plan de communication à chaque processus électoral. Mesdames et messieurs, tout au long du processus électoral, un dialogue continu et inclusif peut être utile pour réduire les tensions qui surviennent pendant les élections. La transformation du Ghana en une démocratie stable a été l'une des réussites de l'Afrique. Il est probable que la mise en place de mécanismes favorisant le dialogue entre les différents groupes politiques et ethniques
y compris le comité consultatif interparti en 1994 et les conseils de paix nationaux et locaux créés en 2006 ont contribué à une large acceptation des résultats des récentes élections. La participation des parties prenantes à l'évaluation des processus électoraux que nous faisons chaque fois après les élections. Les commissions électorales du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert, du Ghana et du Nigeria ont été appelées à présenter à l'assistance leur méthode de communication avec toutes les parties prenantes en période d'élection. Des présentations suivies des questions-réponses. Un bon moment d'échange et de partage d'expériences pour faciliter l'implication et l'inclusivité de tous les acteurs engagés dans les processus électoraux. Globalement, les techniques sont presque similaires, avec quelques spécificités en fonction du contexte sociopolitique de chaque pays. Le Bénin a un plan d'action en matière de communication, un plan de 2019. Et pour mettre en œuvre ce plan, toutes les parties prenantes qui ont été citées, c'est-à-dire tous les acteurs directs et indirects du processus électoral, et il y a un message à leur porter. Et on utilise aussi bien la communication moderne que la communication traditionnelle. Et puis il y a les radios communautaires aussi, et ça dépend de la période et ça dépend du message qu'on veut passer. Vous savez, la Côte d'Ivoire a connu une crise. Cette crise, semble-t-il, était identitaire. Et à la faveur de cette crise, l'organe en charge des élections a été discrédité, a été traité de tous les noms. En somme, personne ne lui faisait encore confiance. Donc nous avons décidé de partir à l'assaut de la population pour lui expliquer pourquoi il faut faire confiance à la commission électorale indépendante. En lui montrant d'abord sa composition, ses attributions et tous les avantages et autres qu'on donne au peuple d'être assuré de la transcription effective de l'expression de sa volonté dans les résultats. Alors nous le faisons par la sensibilisation. Nous le faisons par tout moyen où on peut rentrer en contact avec la population pour lui dire voilà comment il faut faire, voilà comment nous nous présentons, voilà les règles du jeu. Le réseau des commissions électorales de la CEDEAO s'investit depuis sa création en 2008 dans la promotion d'élections crédibles et les meilleures pratiques et normes électorales en Afrique de l'Ouest. Les assises d'Accra font suite à celles d'Abuja tenues en août 2019. Je l'annonçais en titre, le ministre en charge du travail et de la fonction publique, membre de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, seront en session extraordinaire le 16 décembre prochain à Cotonou. En prélude à l'événement, des experts de la question sont en concertation depuis ce mardi pour préparer les assises des gouvernants. Une rencontre préparatoire de 2 jours qui se déroule dans les locaux de Novotel Orisha de Cotonou. Les détails avec Narcisse Alossé. Autour de cette table, la fine fleur des questions de protection sociale en Afrique. Des experts de 17 pays du continent mobilisés pour préparer les assises de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Nous sommes appelés à formuler des avis motivés et des propositions précises et opérationnelles afin d'alimenter utilement la réflexion du Conseil des ministres dans le cadre de l'exercice de son pouvoir décisionnel exclusif. Je demeure convaincu, au regard de vos expertises avérées, qu'ensemble, nous sommes en mesure de faire face et de relever ces défis nouveaux en mettant nos intelligences en synergie. Des défis à transformer en opportunités pour l'évolution de la protection sociale dans la zone de la Cypresse. Et pour le faire, ces experts vont réfléchir pendant 48 heures autour d'une quinzaine de points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. Il s'agit entre autres du rapport d'activité de la Cypresse pour l'année 2020, les projets du plan d'action pour l'exercice 2022, etc. Représentant le ministre du Travail et de la Fonction publique, président en exercice du Conseil des ministres de la zone, le directeur de cabinet a beaucoup plus insisté sur les enjeux des présentes assises. Il n'est point besoin de rappeler que la crise sanitaire à laquelle le monde entier fait face ces dernières années interpelle et met à rude épreuve nos organismes de prévoyance sociale. À ceci s'ajoutent les nombreuses exigences de plus en plus croissantes et du reste
légitimes de nos populations qui ne demandent qu'à être mieux protégées. Une telle situation démontre que, malgré les divers mécanismes existants et les expériences développées au fil des projets et programmes de nos États, la problématique de l'extension du champ de la couverture aux différentes catégories sociales est plus que d'actualité de nos jours. C'est donc l'avenir des questions de la protection sociale en Afrique qui se joue ici. Les propositions de ces experts permettront surtout au Conseil des ministres de prendre des dispositions adéquates pour la promotion de la prévoyance sociale. La séance du Conseil des ministres, elle, a lieu jeudi prochain. Le programme national de sécurité et de santé au travail est en étude de validation depuis ce lundi à Cotonou. C'est à la faveur de la session ordinaire de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail. Les travaux se déroulent dans les locaux de la Faculté des sciences de la santé et seront consacrés aussi à l'étude du projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du comité de sécurité et de santé au travail en République du Bénin. On retrouve Narcisse Alossé. Après la validation du document de politique nationale de sécurité et de santé au travail, les regards étaient tournés vers le programme national de sécurité et de santé au travail. Un programme soumis ici à l'appréciation des membres de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail. Notre pays a élaboré et validé son profil national de sécurité et de santé au travail en 2018 et a en outre procédé à l'actualisation de sa politique nationale de sécurité et de santé au travail, dont la première et dernière édition date de 2007. Quant au troisième document, un projet de programme national de sécurité et de santé au travail a été initié. Ce projet intègre les objectifs à atteindre, les priorités et les moyens d'action formulés pour améliorer la sécurité et la santé au travail et les indicateurs pour évaluer les progrès. Le dit programme est recommandé par la Convention 155 de l'Organisation internationale du travail sur la sécurité et la santé au travail. Son rôle, permettre au pays d'asseoir les bases d'une politique soutenue en vue d'une amélioration continue des conditions de travail dans des unités de production. L'accroissement inquiétant des cas d'accidents, d'incidents et de maladies professionnelles dans le milieu du travail devient de plus en plus préoccupant. Comme vous le savez, en entreprise, les deux organes de gestion des risques professionnels sont les services de santé au travail et les comités d'hygiène et de sécurité, encore appelés comités de sécurité et de santé au travail. Or, les modalités de mise en place et de fonctionnement de ces deux comités doivent être définies par décret, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Du coup, ce projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du comité de sécurité et de santé au travail en République du Bénin est aussi dans l'agenda de cette session ordinaire. Pendant 5 jours, les commissaires venus des ministères sectoriels, des centrales syndicales et du Conseil national du patronat auront à examiner les 10 documents et à faire des propositions avant de les amender. Les résultats de leurs travaux seront présentés au ministre du Travail et de la fonction publique avant l'étape du Conseil des ministres. Cette session ordinaire prend fin vendredi prochain. Parlons à présent de la séance d'échange entre les opérateurs agréés de change et les structures de veille du secteur. Cette rencontre, initiée par le ministère des Finances à travers la Direction générale du Trésor, se donne pour mission de sensibiliser les acteurs sur le dispositif du règlement relatif aux relations financières extérieures aux États membres de l'UEMOA. La rencontre a eu lieu ce mardi 14 décembre 2021 à Golden Tulip Hotel de Cotonou. Reportage. Réunis dans cette salle, les gérants et promoteurs agréés de bureaux de change ont massivement répondu à l'appel de la Direction du Trésor. C'est une séance d'échange et de sensibilisation pour une amélioration qualitative des prestations des bureaux de change selon les normes et réglementations en vigueur. Cette séance, qui n'est pas une première, découle du constat fait sur la pertinence de certains dysfonctionnements relatifs au secteur de change manuel. La vente de devises au-delà du seuil réglementaire, l'absence de documents comptables, la mauvaise tenue des registres, le défaut d'information à la clientèle au guichet, la non-transmission des états périodiques,
l'indisponibilité des bordereaux d'achat et de vente de devises régulièrement remplis, la fermeture des locaux de certains bureaux de change sans avoir préalablement informé les autorités compétentes, l'impossibilité d'effectuer la visite annuelle dans certains bureaux de change manuels pour des raisons de fermeture provisoire. La présente rencontre se veut donc une séance de travail d'harmonisation des points de vue entre les acteurs de change et les structures de veille du secteur. Il est attendu des participants une meilleure coopération, une transparence dans les opérations de change à travers un respect scrupuleux des tests qui régissent cette activité. Ce creuset d'échange s'inscrit, comme vous le savez, dans le cadre d'une démarche d'amélioration qualitative des prestations de vos bureaux de change manuels et par conséquent le renforcement du dispositif de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La présente journée de sensibilisation des agréés de change manuel sur le dispositif du règlement relatif aux relations financières extérieures aux États de l'UEMOA permet donc aux acteurs de mieux s'approprier les tests en vigueur pour éviter d'éventuelles infractions connexes. Les experts des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA étaient en concertation ce lundi à Cotonou face à la flambée des prix des engrais chimiques dans la région. Ce conclave des experts précède la réunion de concertation des ministres en charge de l'agriculture et du commerce de l'UEMOA qui se tient ce mardi. Il était question pour eux de proposer des solutions pour juguler cette inflation du marché des engrais en vue d'améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des populations dans l'espace suivant. Face à la flambée des prix des engrais chimiques dans leur espace commun, les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA se mobilisent. Le secteur agricole emploie en effet plus de 60% de la population active et contribue à près de 40% au produit intérieur brut de ces États. Malgré cela, l'agriculture ne joue pas pleinement son rôle, notamment celui d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Notre agriculture demeure confrontée à plusieurs défis, liés notamment à la fourniture d'emplois et de revenus décents aux populations rurales, aux jeunes et aux femmes, mais aussi à l'éradication de la faim. La faible productivité de l'agriculture de l'Union est liée fondamentalement au faible et aléatoire rendement des cultures, qui se révèlent les plus bas au monde. S'il est vrai que les conditions climatiques aléatoires constituent des freins naturels pour l'accroissement des productions agricoles, il n'en demeure pas moins qu'une gestion durable de la fertilité des sols nous paraît essentielle dans le processus de maîtrise des productions agricoles. La problématique de l'accès aux engrais par les acteurs agricoles reste donc un défi commun pour ces pays de la région dont l'économie dépend de l'agriculture. Et la hausse des prix des engrais est une situation qui interpelle. L'organisation de la présente réunion s'inscrit dans ce cadre et doit permettre d'identifier les voies d'amélioration de l'accès des engrais chimiques aux acteurs agricoles dans l'espace UEMOA à des prix accessibles. De façon spécifique, il s'agira d'examiner les besoins en engrais des cultures vivrières, des cultures de rente pour la prochaine campagne agricole dans l'espace UEMOA. Secondo, analyser les mesures de facilitation d'accès aux engrais au niveau des États membres de l'Union. Ensuite, identifier des mesures efficaces et harmonisées de facilitation d'accès aux engrais dans le contexte actuel de flambée des coûts mondiaux. Je voudrais donc compter sur la diversité des compétences ici réunies pour proposer des stratégies réalistes et applicables immédiatement pour le bonheur de nos braves producteurs et productrices qui ne demandent qu'à être appuyés en intrants de qualité et en quantité suffisante pour booster nos différentes filières. Cette rencontre des experts a lieu en prélude à la réunion des ministres en charge de l'agriculture et du commerce de l'UEMOA qui se tient ce mardi. Elle vient sanctionner les décisions prises pour un réel développement du secteur agricole dans les 8 pays membres.
Parlons santé à présent. Le ministère de la Défense et de la Sécurité publique déclenche officiellement la guerre à la Covid-19. C'est à travers le lancement officiel de la campagne intensive de sensibilisation sur la vaccination au profit des forces de défense et de sécurité. La campagne est organisée avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et les Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Reportage. Tous anti-Covid-19. C'est le slogan de cette campagne intensive de sensibilisation sur la vaccination contre la Covid-19 au profit des forces de défense et de sécurité. L'initiative émane des ministères de la Défense, de la Sécurité publique et de la Santé. Elle couvre la période du 9 au 30 décembre 2021. À leur côté, l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Aujourd'hui, notre défi et notre espoir commun est de vacciner l'ensemble de la population béninoise. Je voudrais donc vous rassurer que les forces de défense et de sécurité sont engagées en appui au gouvernement pour contrer, telle dans une guerre, cette pandémie qui nous concerne tous. D'autres activités sont également prévues à l'occasion. Il s'agit de la formation du personnel de santé, des centres médico-sociaux, des garnisons du Bénin sur l'importance et les enjeux de la vaccination, de même que des séances de sensibilisation. Des équipes de santé de l'AME passeront donc dans tous les services pour sensibiliser le personnel des forces de défense et de sécurité, leurs familles et la population. Je voudrais réaffirmer haut et fort que les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et scientifiquement prouvés. J'en appelle aux forces de défense et de sécurité. Donnez l'exemple. Faites-vous vacciner. En prévention à une nouvelle vague de Covid, le gouvernement a lancé depuis le 16 novembre une campagne intensive de vaccination. À la date de ce jour, je peux vous dire que nous avons déjà vacciné plus d'1 million de personnes, ce qui nous donne une couverture générale d'environ 12% de la cible à vacciner. Mais ce taux reste encore très éloigné de l'objectif fixé par le gouvernement, qui est de 40% d'ici le 31 décembre 2021. Pour atteindre cet objectif visé par le gouvernement, les 3 ministères organisateurs de la campagne invitent les forces de défense et de sécurité, puis les citoyens, à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Parlons à présent de la Fondation BOA qui vole au secours du centre de santé de Tchada dans la commune d'Ifani. C'est à travers un don de vivres et d'équipements médicaux d'une valeur totale de 11 millions de francs CFA. C'est une activité qui s'inscrit dans la logique de la responsabilité sociétale du groupe BOA qui se veut proche des populations, surtout celles vulnérables. Reportage. Une importante quantité de vivres et des équipements médicaux octroyés au centre de santé de Tchada dans la commune d'Ifani. Cette œuvre est à l'actif de la fondation Bank of Africa qui, comme par le passé, rétrocède une partie de ses bénéfices à la société à travers une assistance aux couches vulnérables. Au regard de vos besoins, nous offrons à la population de Tchada et celle de tous les arrondissements desservis par ce centre des matériels médicaux. Vous avez 24 matelas à usage médical, 4 tensiomètres, 2 pèse-personnes, 2 pèse-bébés, 2 réfrigérateurs de conservation 200 litres, 2 congélateurs de conservation CAP 80 litres, 2 glucomètres plus 50 boîtes de bandelettes, 4 tensiomètres électriques ambiants, un aspirateur de mucosité à 2 bocaux, 2 boîtes d'accouchement à 12 éléments, 4 boîtes de pansement à 12 éléments, etc. À tout ceci s'ajoutent des vivres de première nécessité destinés à soulager les patients qui sont déjà hospitalisés ou qui viendront en consultation au cours de la période des fêtes. D'un coût global de 11 millions
de francs CFA, ce don illustre la proximité du groupe BOA avec les populations du Bénin. Ce regard d'amour de la Fondation BOA est allé droit au cœur des bénéficiaires qui n'ont pas manqué de mots pour dire leur reconnaissance. Ce matériel d'une grande importance assurera inéluctablement la qualité des soins dans notre structure sanitaire et sauvera beaucoup de nos clients. Nous saisissons cette occasion pour remercier sincèrement la Fondation BOA pour le geste qu'elle vient de nous faire. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de l'amour et de la générosité dont vous avez fait preuve. C'est ici le lieu de remercier tous ceux qui se sont mis dedans pour qu'aujourd'hui soit réalité. Il y a beaucoup qui ont travaillé dans l'ombre que nous ne connaissons pas. C'est le lieu de les remercier. Et au nom du conseil communal, je les remercie pour l'effort fourni. Parce que c'est ça le développement même. C'est ça la politique de développement. Je vais vous rassurer que ces équipements seront bien utilisés par la population. Outre les œuvres sociales, la Fondation BOA intervient dans les domaines de la santé, de l'éducation, des arts et de la culture. À ce jour, ses investissements dans ces secteurs, selon ses responsables, s'élèvent à plus de 4 milliards de francs CFA. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.